Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour et bienvenue à Info Aîné. Aujourd'hui, on poursuit avec Maître Hood qui va aborder le mandat d'inaptitude et la procuration parce que comme on disait la semaine dernière, pour faire un testament, on doit être apte à le faire physiquement et mentalement. Bonjour Maître Hood. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci vous-même. Ça va très bien. Je vous remercie. Tombons dans le vif du sujet. À quel moment a-t-on besoin d'une procuration? La procuration va surtout servir lorsqu'on est apte. Il faut être apte pour pouvoir utiliser la procuration. La procuration va s'utiliser quand on n'est pas disponible physiquement. C'est-à-dire si on est en voyage, si on est hospitalisé, à ce moment-là, on va nommer quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de nos choses, de nos biens, pendant que nous ne pouvons pas physiquement se présenter, mais nous sommes aptes durant que la procuration a son effet. Il y a différents types de procuration? Oui. En fait, la procuration peut être spécifique ou générale. La procuration spécifique va être spécifique à quelque chose. Donc, par exemple, on va donner la procuration à notre fils d'aller signer pour nous une vente chez le notaire parce qu'on est en voyage de chasse, on est en voyage de pêche, peu importe, on est absent la journée qu'on doit passer chez le notaire. Donc, on va nommer quelqu'un qui va pouvoir signer pour nous l'acte de vente. D'accord. L'autre procuration, c'est la procuration générale. La procuration générale, elle, c'est dans le cas où on est parti pendant longtemps et qu'on veut donner plus de pouvoir. On va donner beaucoup de pouvoir pour gérer nos biens le temps de notre absence. Ça peut être pour un voyage pour une durée indéterminée. À ce moment-là, la personne nommée va pouvoir s'occuper de nos biens pendant notre absence, mais ça sera pour plusieurs choses et non pas juste pour une action spécifique. On parle toujours de procuration, toujours liée à une personne qui est apte pour demander à quelqu'un d'autre, finalement, de signer chez le notaire. Exactement. Lorsqu'on est remplacé, on est apte, on a toute notre tête. Si on est inapte, on va plus parler de mandat de protection pour que quelqu'un nous représente. Et comment on appelle la personne qui reçoit, qui est en charge, responsable de la procuration? C'est le procureur qui va recevoir, dans le fond, une procuration. Donc, le procureur va être celui qui va vous remplacer ou qui va exercer les actions à votre place parce que physiquement, vous ne pouvez pas vous présenter. Quelles sont ses responsabilités? Selon la procuration, si la procuration elle est spécifique, bien, on va faire spécifiquement ce que la procuration nous donne comme mandat de faire. Tandis que la procuration générale, bien, ça va nous donner plus de pouvoir. Souvent, la procuration générale, on la visualise parce qu'on va mettre les souliers directement de la personne qui nous a nommés. Donc, on va pouvoir faire plusieurs choses, que ce soit aller à la poste, que ce soit à vendre des biens, ça pourrait être d'acquérir des biens, de faire des placements. C'est très général, donc il n'y a aucune limitation. Par exemple, si vous êtes parti en voyage et que vous avez donné une procuration générale à votre fils, on l'a déjà vu, le fils est allé vendre la voiture à la SAAC avec la procuration et sa mère n'était pas au courant. Donc, quand elle est revenue de voyage, à ce moment-là, sa voiture avait été vendue parce que son fils avait utilisé la procuration. Donc, c'est sûr que la procuration générale doit être donnée à quelqu'un à qui on a très, très, très confiance. Donc, il a fait ça dans toute légalité. Oui, en toute légalité. Pas moralité, mais toute légalité. Exactement. Il ne pouvait pas se faire poursuivre là, donc, par personne. Non, parce qu'il a suivi la procuration qui lui a été transmise. Et la différence entre un procureur et un mandataire, pouvez-vous nous expliquer ça? Bien, Parce que dans la tête des gens, des fois, c'est un peu confus. Bien, en fait, le procureur, il est apte, donc il se fait seulement remplacer, tandis que le mandataire, le mandant, celui qui donne le mandat d'inaptitude, celui-ci, il est inapte et il donne un mandat à un mandataire. Et c'est toujours dans le cas où on est inapte. Donc, c'est vraiment dans le cas où on n'a plus notre tête, on a été diagnostiqué comme un inapte, donc on n'a plus de droit à ce moment-là et c'est quelqu'un qui doit nous représenter.
Donc, cette personne a de grandes responsabilités aussi. Ça doit être quelqu'un de confiance. Oui, effectivement, il faut quand même réfléchir. Si j'ai un couple que ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble et qui viennent me voir et disent, notaire, on veut se faire une procuration mandat, je les conseillerais peut-être pas de se nommer un et l'autre tout de suite, peut-être plus les parents, les frères et sœurs. Mais un couple que ça fait 45 ans qu'ils sont mariés, bien, c'est sûr que la procuration générale et ou le mandat sera pas un danger pour eux. Après 45 ans, en théorie, on devrait se faire confiance. Quoique, on ne sait jamais. On a parlé de responsabilité, mais aussi des obligations du mandataire. Oui, effectivement, le mandataire doit toujours agir de bonne foi, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, comme on a dit tout à l'heure pour l'exemple du garçon qui est allé vendre une voiture, bien, il ne l'a pas fait de bonne foi. Fait qu'il aurait pu se faire poursuivre parce qu'il n'avait pas été de bonne foi. Mais en général, on agit toujours dans l'intérêt de celui qui nous a donné un mandat, une procuration, et on doit agir dans les limites de notre mandat. Donc, si jamais la procuration elle est spécifique et qu'on doit seulement aller signer chez le notaire, bien, à ce moment-là, on ne peut pas aller encaisser le chèque dans le compte. Ça ne fait pas partie de notre procuration, de notre mandat. Donc, il faut toujours respecter les limites du mandat. Qu'arrive-t-il à une personne seule, encore une fois, isolée, qui n'a pas de mandataire dans son entourage? Est-ce que vous pouvez les conseiller? Bien, à ce moment-là, c'est sûr que si on n'a pas personne qu'on peut nommer qui peut nous aider, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça sera à ce moment-là ce qu'on appelle le curateur public. Donc, c'est donc le gouvernement qui pourrait entrer en fonction et s'occuper des biens de la personne qui est inapte. Dans le cas d'une procuration, bon, on ne donnera pas de procuration à quelqu'un, au curateur public, parce que le curateur public va seulement refuser, parce que dans les faits, on est apte, donc on est capable de s'en occuper. Mais dans le cas d'une inaptitude, à ce moment-là, ce serait le curateur public du Québec qui va pouvoir s'occuper des biens de la personne qui, malheureusement, n'a aucun entourage. À quel moment la procuration n'est plus valide? La procuration n'est plus valide à différents moments. On a la partie involontaire puis la partie volontaire. La partie volontaire, bien, si votre procureur vous envoie un avis comme quoi qu'il annule la procuration, bien, à ce moment-là, la procuration vient de tomber, donc on ne peut plus l'utiliser. On est volontaire aussi dans le cas où, à l'inverse, le procureur renonce à son mandat. Donc, à ce moment-là, on vient d'invalider, d'annuler la procuration également. Le lien est coupé entre les deux. Pour ce qui est de l'involontaire, bien, dans le cas de décès de un ou l'autre, à ce moment-là, la procuration vient de tomber également. Si la personne qui a donné une procuration devient inapte, à ce moment-là, on ne peut plus utiliser la procuration parce que la procuration est seulement utilisée quand on est apte. Et finalement, bien, si l'objet pour lequel on a donné une procuration n'existe plus, par exemple, je vous ai donné une procuration pour que vous vous déplaciez chez le notaire pour signer la vente de ma maison, mais qu'entre les deux, ma maison est incendiée, vous ne pourrez pas aller vendre quelque chose qui n'existe plus. Donc, de par la logique, la procuration vient de tomber également. Pouvez-vous nous parler du mandat de protection? Oui, le mandat de protection, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est dans le cas où on est inapte. Donc, le mandat de protection va permettre qu'on donne le mandat à quelqu'un de s'occuper de nos biens pendant que nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est inapte. On n'a plus la capacité mentale de pouvoir le faire. À ce moment-là, le mandat de protection vient donner les pouvoirs, vient permettre à la personne de s'occuper de nos choses parce que nous ne le pouvons plus. Et comment on détermine ça? On doit aller chez le médecin. Est-ce que c'est quelqu'un comme, par exemple, la solidarité sociale? On doit avoir une évaluation médicale pour être déclaré inapte. Pour être déclaré inapte, il faut une évaluation médicale par un médecin, une évaluation psychosociale par une travailleuse sociale. Et une fois qu'on a ça en main, on va avoir une procédure devant le tribunal ou devant un notaire à faire pour obtenir un jugement. C'est donc un juge, une greffière en fait, qui va nous déclarer inapte. La procédure peut sembler très lourde pour le commun des mortels. Par contre, tout ça est fait dans le but de protéger la personne qui est inapte parce que le jour où elle est déclarée inapte, elle perd tous ses droits. Donc, elle n'a plus le droit de vote, plus le droit de signer de chèque, elle n'a plus le droit de consentir à ses propres soins parce qu'elle est déclarée inapte.
Donc, la procédure est lourde, mais c'est pour s'assurer que c'est vraiment pour le bien-être et la protection de cette personne-là qui est maintenant rendue vulnérable. Et on parle de combien de temps à peu près avant d'avoir cet certificat d'inaptitude? Est-ce que c'est comme ça qu'on En appelle ça? fait, le mandat de protection est signé quand on est apte en vue de prévoir qui va s'occuper de nous dans le cas où on devient inapte. Mais la procédure pour homologuer, parce que le mandat, oui, il est signé soit devant un notaire, soit devant 2 témoins, on pourra y revenir tout à l'heure, mais la procédure pour lui donner une force à ce mandat-là, je vous dirais que selon le délai pour obtenir l'évaluation psychosociale de la travailleuse sociale, ce qui est souvent le plus long, à ce moment-là, je vous dirais que ça peut prendre 1 an à 2 ans, dépendamment de les délais pour obtenir les dites évaluations. C'est souvent ce qui est le plus long. Et il y a plusieurs régimes de protection au Québec. En fait, les régimes de protection vont s'appliquer quand il n'y a pas de mandat de protection. Les régimes de protection vont s'appliquer justement pour protéger la personne. Donc, au lieu de se fier à un document que la personne a signé et donc a déterminé qui va s'occuper de ses biens, à ce moment-là, on ouvre un régime de protection. Donc, on va nommer quelqu'un. C'est la famille, en fait, qui va nommer quelqu'un qui va s'occuper de cette personne-là, de la représenter. OK. Donc, je croyais qu'il y avait plusieurs régimes de protection au Québec. Oui, effectivement. Les régimes de protection vont dépendre de la capacité de la personne. D'accord. En date des présentes, on a trois régimes de protection. Le premier, c'est le conseil aux majeurs. Celui-ci, on a seulement besoin d'être assisté dans quelques actes. Donc, c'est plutôt rare qu'on le voit. Je vous dirais que la plupart, c'est la tutelle ou la curatelle aux majeurs. C'est quoi la différence des deux? La tutelle, c'est qu'on est inapte, mais pas totalement de façon permanente. La tutelle, c'est qu'on a plus besoin d'une certaine assistance et la personne qui va s'occuper de nous, qui va nous représenter, n'aura pas les mêmes droits que le curateur sous une curatelle. Une curatelle, on est inapte de façon totale et permanente. Il n'y a aucune possibilité de retour en arrière. À ce moment-là, le curateur, celui qui s'occupe de la personne, a tous les pouvoirs nécessaires. Ça pourrait être comparable à ce qu'on met dans un mandat d'inaptitude. On donne le plus de pouvoir possible au curateur. Mais dans les deux cas, vu que nous n'avons pas décidé nous-mêmes à l'aide d'un mandat d'inaptitude qui va s'occuper des biens, à ce moment-là, on doit également faire un conseil de famille et on va appeler ça un conseil de tutelle. C'est 3 personnes qui vont être nommées pour surveiller, superviser le tuteur ou le curateur dans différentes situations, que ce soit pour vendre la propriété, pour hypothéquer la propriété, peu importe, c'est un conseil qui va venir, dans le fond, surveiller le curateur. Donc, on a besoin de plus de personnes pour que le mandat, la personne inapte soit bien représentée, comparativement au mandat de protection qui, lui, on a tout décidé. Oui, on a une procédure à faire quand même, mais au moins, on vise seulement une personne pour nous aider. On peut en mettre plus qu'une, mais ça minimise les démarches à faire. Vous avez parlé personne sous curatelle, c'est bien comme ça qu'on dit ça? Oui, exactement. C'est de façon, faut que ce soit de façon permanente et irréversible, ou est-ce qu'une personne, disons que sa santé s'améliore dans 5-10 ans, est-ce qu'on peut faire une demande, faire une transition vers la tutelle plutôt que le curateur? En fait, je vous dirais que les chances sont minces parce que le jour où on est nommé, on ouvre une curatelle, la personne, elle est vraiment inapte. Donc, c'est permanent, c'est pratiquement irréversible. Si un miracle se produirait, le régime de la curatelle devrait être révisé 5 ans après son ouverture. Donc, on pourrait effectivement, dans 5 ans, demander la modification et venir plutôt vers une tutelle. Ou à l'inverse, si on est dans une tutelle, on révise et on pourrait maintenant, dorénavant, tomber sous la curatelle. Quelles sont les procédures en cas d'inaptitude? Bien, comme expliqué un petit peu plus tôt, si on a un mandat de protection, on doit l'homologuer. Donc, les démarches, c'est d'obtenir les évaluations médicales et psychosociales, obtenir les recherches à la Chambre des notaires et au barreau pour s'assurer que le mandat qu'on a entre les mains est bel et bien le dernier. Par la suite, on fait une demande officielle devant un notaire pour demander la procédure et le notaire va aller interroger la personne inapte.
Ça fait beaucoup de professionnels qui vont rencontrer l'INAPT, mais c'est justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de collusion, il n'y a pas de fraude, que la personne elle est vraiment inapte. Nous, on lui pose un questionnaire principalement qui a été créé par des travailleurs sociaux, des psychologues pour l'orientation dans l'espace, dans le temps, dans les lieux. On pose ces questions-là et après, on vient établir si effectivement il y a inaptitude ou pas. Et durant la procédure, on doit envoyer les démarches à différentes personnes prévues par la loi pour s'assurer que toujours tout est fait dans l'intérêt du mandat et qu'il n'y a pas de collusion ou quoi que ce soit. De là l'importance des directives médicales anticipées. Bien, les directives médicales anticipées, en fait, ils sont dans le cas où on est en fin de vie, mais qu'on est également inapte. La directive de fin de vie, elle, va venir établir quels soins on veut dans quelle situation. Donc, si on est dans une des 3 situations précisées dans le formulaire, à ce moment-là, on choisit les soins que l'on veut ou pas. Et le médecin est obligé de respecter les directives que l'on va avoir émises dans ce document-là. Ce ne serait pas important d'identifier des gens autour de nous pour être en mesure justement de s'occuper de nous lorsqu'on ne sera plus apte? Oui. C'est sûr. Quelle est la procédure? Par exemple, je suis en santé, dans ma famille, j'ai des gens qui ont été déclarés inaptes. On veut se préparer. Est-ce qu'on fait affaire avec un notaire? Comment ça fonctionne? Il y a 2 types de mandats de protection que l'on peut faire. Il y a celui devant 2 témoins et celui qu'on peut faire devant le notaire. Celui de 2 témoins, souvent, c'est des formulaires qu'on peut retrouver sur Internet ou dans des librairies qu'on fait signer devant 2 témoins. Bien entendu, encore une fois, il ne faut pas que le témoin soit en conflit d'intérêts. Donc, souvent, on fait nommer des personnes complètement indifférentes à notre situation. Le mandat de protection notarié, lui, bien, il va être fait devant un notaire. Il va être complet parce que le mandat de protection, il faut juste faire attention, celui qui est devant témoin. Des fois, on peut mal rédiger les clauses et faire des erreurs et on ne pourrait pas utiliser le mandat pour les bonnes raisons à ce moment-là. Puis également, bien, encore une fois, le mandat devant témoin, celui-ci pourrait être détruit ou non retrouvé. Donc, c'est sûr que de mon côté, je vais vous conseiller fortement le mandat de protection devant notaire, seulement pour les raisons que vous êtes sûr que c'est les bonnes volontés, qu'il est complet, qu'il sera retrouvé et qu'il ne pourra pas être détruit. On peut inclure ça dans le testament également, j'imagine? Non, c'est 2 documents complètement différents parce que le testament peut seulement être ouvert lorsque vous êtes décédé. Et le mandat d'inaptitude, c'est dans le cas d'une inaptitude. Donc, c'est vraiment 2 documents différents. Et c'est un document par personne. On ne peut pas faire ni de testament ni de mandat conjoint. On doit faire un testament. C'est des actes unilatéraux. C'est un par personne. On a parlé des régimes de protection tantôt, mais qu'en est-il des régimes de protection sans mandat? Les régimes de protection sans mandat, en fait, c'est les régimes de curatelle, de tutelle. C'est des régimes qui viennent pallier au fait qu'il n'y a pas de mandat d'inaptitude dans le cas où on devient inapte. Et la procédure est sensiblement la même que si on a un mandat d'inaptitude parce qu'on doit également obtenir un jugement dans lequel on va être déclaré inapte. Par contre, la procédure pour arriver au jugement est différente. Parce que, vu qu'on n'a pas de mandat, on n'a pas de document dans lequel on a décidé nous-mêmes ce qui allait advenir, on doit faire un conseil de famille. On doit donc trouver des personnes par la loi qui va pouvoir venir décider ensemble de qui est la meilleure personne pour régulariser la situation, pour nous trouver un représentant. Et c'est sûr que avec un mandat, bien, on n'a pas cette réunion de famille-là à faire. Des fois, les réunions, les membres de famille sont également difficiles. Les familles sont de moins en moins nombreuses. Donc, de trouver le quorum, le nombre de personnes nécessaires, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr que le mandat est un avantage à ce niveau-là lors de l'ouverture d'un régime de protection quand on veut se faire déclarer inapte. Il a l'importance d'avoir des personnes de confiance. Oui, toujours. En tout temps. Et quel est le contenu d'un mandat notarié? Dans un mandat d'inaptitude, on l'a souvent en 2 parties. On a la protection des biens et la protection de la personne. Parce qu'on se souvient que si on est inapte, on peut ni s'occuper de nos biens, ni s'occuper de notre personne. Donc, on a une partie qui est le mandataire aux biens. Donc, on va donner au mandataire tous les pouvoirs reliés à nos biens. Donc, il peut vendre notre maison si on n'a pas si on ne peut pas retourner y vivre. Il peut payer nos comptes. Il va pouvoir faire
les représentations auprès des impôts, il va dans le fond pouvoir nous représenter en ce qui concerne tous nos biens. Par contre, on a également la partie sur la personne, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir consentir à nos soins médicaux. Donc souvent, dans le mandat notarié, on va venir indiquer si on veut de l'acharnement thérapeutique ou pas. Si un soin est superflu par rapport à notre état, souvent, on va venir refuser ce soin-là. On va demander au mandataire de refuser à notre place afin de ne pas étirer pour rien notre souffrance. Et on va avoir accès au dossier médical. On va donner possibilité de nous suivre pour le médecin, de nous placer au meilleur endroit. Donc, on a vraiment les deux parties. La partie qui est vraiment pour notre personne et la partie qui est vraiment pour nos biens. J'en comprends qu'il faut agir en amont, consulter des professionnels. Oui, l'inaptitude, c'est pas sûr comme le testament. Le testament, c'est sûr que vous allez mourir, donc c'est sûr que vous allez en avoir de besoin. Mais le mandat de protection, c'est important aussi de le prévoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver et souvent, les situations peuvent être compliquées selon si on a un mandat ou si on n'en a pas. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut prévoir. De consulter un professionnel, c'est important et il ne faut pas retarder parce que l'inaptitude peut survenir plus rapidement que l'on croit. On peut juste avoir un accident de voiture en sortant de mon bureau et malheureusement, nous aurons à ce moment-là peut-être des problèmes par la suite et on aura besoin à ce moment-là de représentation. Donc, il s'agit d'informations d'un peu plus complexes cette semaine comparativement à la semaine dernière. Plutôt, les gens sont plutôt familiers, presque tout le monde fait un testament. En résumé, l'information importante d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On doit retenir que l'inaptitude peut survenir à tout moment. Il est important de consulter un professionnel en prévision d'une situation comme ça. La procuration sert quand on est apte, mais indisponible physiquement. Le mandat de protection sert quand on n'a plus la capacité mentale de prendre des décisions, donc que ce soit de l'Alzheimer, un état comateux. Donc, c'est vraiment des situations où ce qu'on a besoin que quelqu'un s'occupe autant de nous que de nos biens. Et avec un mandat de protection, on a l'assurance qu'on a décidé qu'il allait s'en occuper et on lui donne le plus de pouvoir également possible pour qu'il puisse bien s'occuper de tout ça en attendant que un décès, malheureusement, va survenir. Et que si on n'a pas de mandat, oui, la loi pallie avec des ouvertures de régime de protection, mais encore une fois, nous n'aurons pas décidé qui va s'occuper de nous. Et des fois, on n'a pas nécessairement envie que ce soit la personne que la famille a décidé, mais on aurait préféré que ça en soit une autre. Donc, l'important, je vous dirais, faites un mandat d'inaptitude, idéalement notarié, parce que, bien entendu, il sera plus complet et il a plus d'avantages. Et il faut effectivement consulter un professionnel le plus rapidement possible, seulement pour en discuter, commencer à y réfléchir, parce que, encore une fois, on ne sait jamais quand ça peut nous arriver. Tout à fait. Maître Hood, merci beaucoup. La semaine prochaine, encore une fois, un sujet sensible mais important. On doit en discuter. On parle d'abus physiques et de maltraitance. Merci. À la semaine prochaine.